Bonjour. L'interview qui va suivre est celle de Didier Porte. Insupportable. Non, ami Funkinotes, n'y voyez là nullement une insulte envers l'ex-chroniqueur à l'humeur ravageuse de France Inter. Je faisais uniquement référence au titre de son nouveau livre, Insupportable. Alors, pas de panique. Surtout, ne sortez pas de vos gonds et ne portez pas plainte. Et je vais prendre la porte. Didier Porte, bonjour. Bonjour jeune homme. Voilà, donc vous interviewez au sujet de votre ouvrage Insupportable, qui est sorti au début à la rentrée, qui vient de sortir. Donc consécutivement à votre renvoi du service public de France Inter. Absolument. Donc déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous ? Mais écoutez, je vais bien, je suis dans la gêne bien sûr, en tant que chômeur, mais je surmonte, je fais face à l'adversité. Je suis un garçon courageux, battant, et je vais de l'avant, et je vends mon bouquin. Avez-vous traversé une phase dépressive consécutivement parce que c'est toute la question qui vient. Écoutez, oui, je bois, je sombrais dans l'alcoolisme et dans la drogue aussi, et donc je bats mes enfants. Je bats mes enfants qui sont très, très jeunes, en bas âge, je les frappe, mais à part ça tout va bien. À part ça tout va bien. Selon vous, une question plus généraliste, l'humour a-t-il encore sa place dans les médias selon vous aujourd'hui ? Ah bah oui, l'humour a sa place, mais quel humour ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'un humour politique un peu corrosif et un peu rentre-dedans, comme celui qu'on pratiquait avec Stéphane Guillon, manifestement pas, puisque autant moi j'ai reçu aucune proposition de reconversion par aucune autre radio ou télé depuis que j'ai été viré. Stéphane Guillon reste sur Canal+, mais lui non plus n'a pas eu de proposition, d'après ce que j'en sais en tout cas. Ce qui est clair, c'est qu'on tolère le pouvoir actuel a relativement peu d'humour sur lui-même. D'ailleurs, il n'a pas dû vous échapper que Sarkozy est un humoriste refoulé. Il aime bien faire rire les gens quand il fait des interventions publiques. Et comme tous les humoristes, il a très peu d'humour sur lui-même. C'est un peu la caractéristique du métier. On déteste qu'on nous fasse ce qu'on fait aux autres. Donc voilà, je crois qu'effectivement, cette forme d'humour rentre dedans, direct et agressif politiquement, devient difficile en ce moment à cause du gouvernement Sarkozy, enfin du pouvoir de Sarkozy qui est quand même très 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 agressif et très virulent. Et donc en ce moment vous faites quoi ? Écoutez, j'ai eu la chance quand même de trouver quelques petits boulots, puisque je fais des chroniques, désormais une chronique par semaine sur le site d'Arrêt sur Image de Daniel Schneiderman, qui m'a soutenu dès le début, donc j'ai trouvé normal d'aller en priorité chez lui, et puis sur le site de Mediapart d'Edoui Plenel, qui s'est illustré cet été avec l'affaire Woerth Bettencourt, donc qui est un site d'information extrêmement prometteur et qui fait du bon boulot. Donc je suis content de bosser pour eux. C'est un espace de liberté. Vous en savez quelque chose, Internet. Donc voilà, j'y vais plein pot et avec plaisir. Donc pour revenir à votre licenciement, il correspond très clairement à un processus de mise au pas des médias par le pouvoir. Oui, je pense que pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que même si l'ordre n'a pas été donné directement par Sarkozy, en tout cas, quelques semaines avant d'être viré, Christian Estrosi avait écrit une lettre comminatoire avec demande de droit de réponse à la présidence de Radio France à cause d'un papier que j'avais fait sur lui dans le Fou du Roi. C'est pas un hasard. Je crois qu'on est hérissé, Stéphane Guillon et moi-même, on hérissait le pouvoir, on les énervait beaucoup, et en cette période de repli, on l'a vu, ce repli sécuritaire qu'on a vu cet été, le pouvoir étant un peu vacillant, il se replie sur les fondamentaux et sur la base, sur les militants, et la base et les militants de l'UMP, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils considèrent qu'ils sont au pouvoir, que France Inter est une radio d'État, et qu'ils payent des impôts pour ça, et qu'ils n'ont pas envie d'entendre des gauchistes leur bavasser sur les rouleaux tous les matins. Donc on dégage les gauchistes. Et en plus, c'est vrai que nous, on pratiquait un humour assez... un mariage charmant. Et nous, c'est vrai qu'on pratiquait un humour direct, on parlait dans notre voix, et on n'est pas derrière des marionnettes ou derrière une imitation. Donc ça, ils ne supportent pas. Et ça, effectivement, ils en veulent plus. Donc ce livre, pour vous, Insupportable, c'est un exutoire
C'est une façon de... Écoutez, c'est un exutoire, oui, ça m'a défoulé de le faire, bien sûr, parce que j'ai vécu une période un peu difficile quand même, c'était assez violent, mais je crois que c'est surtout un document intéressant, dans la mesure où dans ce métier, c'est vrai, il est de bon ton de ménager tout le monde, même quand on est viré, on tape pas sur ses patrons, parce qu'on risque de les retrouver un jour ou l'autre, et puis parce que les autres patrons n'aiment pas qu'on tape sur les autres patrons, donc moi il se trouve que je suis un peu tricard partout, donc j'ai ma liberté de parole, et le bouquin, je pense, a de l'intérêt pour ça. C'est un document sur, disons, le monde des médias et du journalisme qui me semble assez intéressant, qui a rarement été fait dans l'édition. Lors de l'émission Le Grand Journal de Canal+, du 3 juin 2010, donc sont invités Nicolas Demorand, le chef d'orchestre de la matinale, ouais. Bernard Guetta, chroniqueur géopolitique, et Thomas Legrand, chroniqueur politique française. Les trois, on peut le dire, vous dézinguent véritablement dans l'émission de Denisot. C'est une poignarde, c'est une trahison. Une poignarde, je crois qu'ils sont surtout un peu déshonorés eux-mêmes là-dessus. Mais d'où vient pour vous cette trahison? Comment vous l'expliquez? Écoutez, je sais pas. Je pense que de toute façon, ils auraient jamais fait ça. S'ils avaient pensé que j'étais en cours avec la direction de France Inter, ils savaient que j'étais fragilisé, parce que j'avais déjà été, quand ils l'ont fait, j'avais été convoqué par Philippe Ball, et je m'étais déjà pris un avertissement dans la tronche. Donc je ne veux pas dire que ça fait partie d'un complot contre moi, mais disons que c'est la réaction, la réaction qu'on trouve, ce type de réaction qu'on trouve dans ce milieu-là, qui est un milieu très arriviste, très concurrentiel, assez violent, et ces gens-là, effectivement, me dégomment parce qu'ils sentent que je suis fragile, je suis fragilisé, et ils le font assez spontanément. Je ne pense pas que ce soit un complot, qu'il y avait une intention derrière, spécialement en accord avec la direction, mais ce qui était clair, c'était que voilà, ils voulaient se démarquer de moi parce que j'étais devenu sulfureux. Et donc là, vous découvrez cette émission, mais vous devez tomber de haut. Ah ouais, j'étais sur le cul, j'ai vu ça. Le matin même, je faisais ma chronique, on se tapait dans le dos, il s'était bien marré. Voilà, je vois ça, c'est absolument terrifiant. Et bon, voilà, mais d'un autre côté, je ne suis pas un poulet de l'année, ça fait 25 ans que je travaille dans les médias, donc je connais le milieu, je sais à quel point il est capable de ce genre d'avanie. Curieusement, vous êtes fait lyncher par des médias qu'on aurait pu croire plutôt proches idéologiquement de vous. Je pense au Nouvel Obs, à Marianne, juste avant qu'il retourne sa veste, finalement, suite à avoir reçu des lecteurs. Marianne m'enfonce, le Nouvel Obs m'enfonce, Le Point c'est un peu normal, mais il m'enfonce aussi, mais Marianne et le Nouvel Obs, je crois que ce qu'ils détestent ces gens-là, c'est que je pratiquais un humour qui était assez proche du journalisme. J'ai toujours refusé de rentrer d'être simplement un bouffon qui fait marrer. J'ai toujours essayé d'avoir des propos, d'étayer mes papiers sur une base journalistique, et les journalistes détestent qu'on aille sur leur terrain. Ils aiment bien que les humoristes soient des comédiens, des rigolos, mais des humoristes un peu journalistes comme je l'étais moi, comme je le suis, ça ils détestent. Un peu militant finalement. Un peu militant en plus, donc ça m'a pas vraiment surpris qu'ils me dézinguent aussi. Et lorsque Jean-Luc Hess devient patron de Radio France et Philippe Val patron de France Inter, est-ce que vous avez, j'ai envie de dire pour une expression, vous avez senti le vent du boulet Tout à fait, oui, j'ai senti que c'était pas bon pour moi. Bon, j'étais chroniqueur à Ciné Hebdo. Voilà, je m'étais déjà un peu moqué de Philippe Val, qui était chroniqueur lorsqu'il il avait participé à l'université d'été du MEDEF, et j'aurais jamais pensé qu'il serait à ce point obéissant vis-à-vis du pouvoir, et je pensais pas qu'ils oseraient me virer comme ça, même si effectivement je trouvais que leur venue était plutôt inquiétante globalement, mais à ce point-là, j'ai été surpris. Et il y a des soutiens qui vous ont surpris dans le bon comme dans le mauvais sens Écoutez, non, j'ai pas eu, au niveau des soutiens, j'en ai eu très peu, donc j'ai pas eu peu d'occasions de surprise. Stéphane Bern m'a soutenu, il a été très, très correct et très loyal. J'en ai pas été surpris parce que je pensais qu'il le ferait. Ça a été effectivement mon principal soutien pendant cette période-là. Stéphane Bern qui avait mis son émission Le Fou des Rois dans la balance. Si jamais vous étiez envoyé. Je pensais pas qu'il allait démissionner pour moi, pour mes beaux yeux. Je lui aurais jamais demandé d'ailleurs. Enfin, pour ça, je trouve ça normal. On n'est pas, voilà, c'est notre métier, on prend des risques. C'est pas la première fois que je suis viré. Je trouve que ce qu'il a fait était très bien. Il m'a invité d'ailleurs pour faire la promo du bouquin à la rentrée. La première émission de l'année, si vous voilà, donc non, de ce point de vue-là, il a été
il a été parfait. Il y a des personnes, vous avez regretté l'absence de soutien, au contraire? Écoutez, oui, je ne vais pas rentrer dans le truc, il y a des gens à l'intérieur de France Inter dont j'aurais bien aimé avoir un petit mot, que ce soit Pascal Clark ou Guillaume Erner, que je connaissais un peu, qui ont été d'un silence absolu, qui ne sont même pas pris la peine de m'envoyer un petit email, simplement. Donc voilà, mais c'est un milieu qui était assez lâche de ce point de vue-là, et je n'ai pas été non plus trop surpris. J'ai lu dans une interview que vous aviez accordé au magazine Politis cet été, que votre humour était vous disiez que votre humour était plus politique que celui de Stéphane Guillon. Et cette phrase-là m'a interpellé quand je l'ai lu, et j'ai l'occasion de vous en faire. Non, mais je crois que mon humour, c'est pas qu'il est plus politique, c'est que je suis plus engagé politiquement que Stéphane Guillon. Stéphane Guillon en a jamais revendiqué. Il a fait son boulot d'humoriste à France Inter en attaquant le pouvoir, puisque notre boulot d'humoriste, c'est avant tout d'attaquer ceux qui sont au pouvoir. Si la gauche était au pouvoir, même moi étant revendiqué de gauche, j'attaquerai la gauche, parce que c'est le boulot. Mais j'attaque plus volontiers la droite, c'est clair. Donc moi, j'ai toujours pratiqué un humour engagé à gauche. J'ai toujours dit d'où je parlais. Et donc, c'est dans ce sens-là que mon humour est plus politique. Stéphane Guillon est plus généraliste de ce point de vue-là. François Morel vous a soutenu chez Daniel Schneiderman. Oui, j'allais l'oublier, effectivement. Et il est resté sur France Inter, donc. Et moi, je me souviens, ça dit personne, je me souviens d'une très belle chronique qu'il avait fait, notamment sur les sans-papiers. Et je me disais que même si c'est plus léger comme humour, ça peut être tout aussi pertinent. Et je me demandais pourquoi il n'a pas finalement fait partie de la charrette. Non, absolument. Je crois que d'abord peut-être parce qu'il a un talent supérieur au mien et qui sait enrober ça de manière moins frontale que moi, et c'est tout à fait possible, et il est remarquable, il est tout à fait remarquable. Moi je suis très client de François Morel. En plus c'est un type bien qui effectivement m'a soutenu, a été très solidaire dès le début, et je suis content qu'il reste. C'est une bonne chose pour France Inter. Petite question, je veux savoir, est-ce que Daniel Mermet vous a soutenu? Bien sûr, Daniel Mermet, d'entrée de jeu, a fait sur son répondeur, a passé plein de messages. Il a été très solidaire dès le début. Ça, de ce point de vue-là, il a été parfait. Et là, quand même, la question qu'on peut se poser par rapport à France Inter, comment une radio peut-elle se permettre de couper les vivres en quelque sorte, de se couper les vivres en se coupant de pics d'audience pareils? Il y a une thèse là-dessus. Effectivement, on peut considérer que d'avoir viré les deux pics d'audience de la radio, celui de Stéphane Guillon le matin et le mien à 12h05 dans le Fou du Roi, qui étions les deux effectivement principaux pics d'audience de la radio, on peut trouver que c'est du masochisme managérial. Ça alimente une thèse, en tout cas, que je reprends pas forcément complètement à mon compte, mais que certains reprennent, qui est de dire que Hess et Valls ont été nommés là où ils sont par le pouvoir, par Sarkozy, pour affaiblir finalement France Inter. Sarkozy, sachant qu'il n'aurait jamais France Inter à sa botte, qu'il ne pourrait jamais mater cette radio qui a toujours été rétive à l'obéissance au pouvoir, qui est plutôt de gauche clairement, il s'est dit puisqu'on ne peut pas les mater, on va les affaiblir, et on peut dire que de ce point de vue-là, ça semble réussi. On verra les sondages, mais il semblerait qu'effectivement l'idée était de casser le jouet, Et sachant que Hess et Valls n'étaient pas spécialement légitimes pour être nommés là où ils sont, Hess n'a pas laissé un souvenir de directeur de France Inter impérissable, c'est peu de le dire. C'était pas un gestionnaire extraordinaire, et Valls n'avait pas de compétences spéciales pour la radio. En plus, il a coulé Charlie Hebdo, donc c'est pas non plus un as des as, on le voit actuellement. Donc ils en revenaient pas eux-mêmes d'être là où ils étaient, et ils étaient de ce point de vue-là peut-être plus faciles à manipuler et à faire obéir. Et Valls qui a fait, on peut dire, un tour, idéologiquement, un tour à 380 degrés, si on peut dire. Oui, Valls qui est un arriviste emblématique. Je dis dans le bouquin qu'il est une figure emblématique du reniement, comme Besson l'est à la politique. Lui, c'est dans les médias. Quant à Jean Lucas, il s'est présenté comme un journaliste indépendant, chevronné, etc. Et ça n'a pas empêché de déclarer qu'il n'avait pas hésité une seconde avant d'accepter le job. Pour un journaliste indépendant, ne pas hésiter une seconde à être nommé directement par le président de la République, ça pose quand même c'est une forme d'aveu assez étonnante. Et il faut savoir aussi que Jean Lucas a appelé personnellement un des hauts responsables de la maison d'édition qui édite ce bouquin avant la sortie, sur son portable. Il l'a appelé pour menacer de procès si le bouquin sortait. Donc vous voyez que pour un journaliste indépendant qui croit dans la liberté d'expression, il n'hésite pas.
Et Nicolas Demorand qui abandonne la matinale pour au départ prendre une émission le soir sur le service public et qui part pour Europe 1, c'est une forme aussi de trahison. Non, c'est pas une surprise. Qui récemment, le jour de la grève, la dernière grève pour la manifestation contre les retraites, pour la retraite, a déclaré à l'antenne d'Europe 1 « Bienvenue aux auditeurs des stations publiques qui étaient en grève aujourd'hui ». Celui qui se présentait comme l'enfant du service public. Voilà, Nicolas Demorand, je crois, a vraiment montré qui il était vraiment dans cette affaire, aussi bien vis-à-vis de moi que vis-à-vis de France Inter. Plus personne ne peut avoir de doute sur le personnage qu'il est. Et parce que ces gens-là, Demorand, vous pensez que c'était des gens qui avaient une certaine éthique jusque-là? Écoutez, j'avais l'impression, je ne connaissais pas très bien, mais j'avais l'impression qu'effectivement, c'était un bon intervieweur d'abord, il avait des qualités professionnelles incontestables. Voilà, j'en savais pas plus sur sa nature profonde que j'ai découvert comme tout le monde, et comme les auditeurs de France Inter qui ont été outrés par ce qu'il avait fait au Grand Journal, et qui d'ailleurs il a reçu des centaines et des centaines de mails d'insultes. Je crois que ça a aussi contribué à son passage sur Europe 1. D'accord. Bon bah écoutez, Didier Porte, je vous remercie. Mais c'est moi, cher camarade. Salut. Oui, faites un plan sur le bouquin. 14,90 €. C'est dérisoire, j'ai honte. J'ai honte tellement c'est bon marché. La vache. Il est bien, il est bien.